Bon, alors voilà, je vous montre un petit exemple de résolution, mais c'est exactement la même technique que celle qu'on a utilisée avant. Allez, je vais faire le premier exercice. Celui avec le polynôme de degré 2, il est facile. Donc u est égal à 1 demi. L'intégrale de 0 à L de la dérivée seconde de x dx. Donc ça va nous faire dérivée seconde au carré, ça fait 4. 4 EI sur L. V égale moins lambda P sur 2, l'intégrale de 0 à L. La dérivée première au carré. Dérivée première, c'est 2x. D'accord? Donc au carré, ça nous fait 4x carré. dx, ça fait moins lambda P sur 2 fois 4 tiers, puisqu'on aura x3 sur 3. Et fois fatalement L cube. U plus V égale 0. Et donc on va trouver que lambda P, le 2, je le supprime direct comme d'habitude, mentalement. Lambda P égale à 3 EI sur L carré. Alors là, on a un peu moins. On a moins qu'avant. Hein, après, évidemment, il ne faut pas comparer aux mêmes valeurs. La solution analytique, c'est combien pour ça? Vous la connaissez, hein, puisque c'est pi carré EI sur la longueur de flambement au carré. Et la longueur de flambement, elle vaut 2 fois la longueur. Donc en fait, c'est pi carré sur 4 EI sur la longueur au carré. Et donc c'est pi carré divisé par 4. Donc 9,87 sur 4, ça nous fait 2,467 EI sur L carré. Bon, on n'est pas terrible avec la solution polynomiale, mais en même temps, c'est pas catastrophique. Ok, il faut se rendre compte que les méthodes que je vous apprends ici sont des méthodes aussi qui visent à donner des ordres de grandeur, des bons ordres de grandeur en tout cas, de décharge critique. D'accord? Donc si le 3 n'est pas parfait par rapport à 2,47, on peut quand même constater que c'est pas une catastrophe. Ok, donc c'est plutôt des techniques que j'utilise pour vous apprendre à faire des petits calculs, je dirais sur un coin de table. Alors, polynôme de degré 6, je vais écrire ici phi égale x carré, phi égale x cube moins 3x2 fois L. Je passe les détails. Mais si vous les avez faits, vous allez vous rendre compte que U est égal à 12 EI je réfléchis, je le fais en même temps, plus ou moins mentalement, fois L. Et vous allez vous rendre compte que le V est égal à pour le polynôme de degré 3. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que le V est égal à moins lambda P. Celui-là, c'est un peu plus compliqué. Je peux regarder les résultats dans mes notes. Euh, 24. Donc lambda P fois 24. L cube sur 5. Ok, si on égale les deux, eh bien on fait le rapport des deux plutôt. On va obtenir lambda P 5 demi, ouais, exact, égale 2,5 EI sur L carré.
Vous voyez qu'on se rapproche déjà pas mal du 2,47. Avec la cubique, c'est impressionnant. Un peu le même type de qualité que ce qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, si on passe avec phi égale 1 moins cos pi x sur 2L, on va se rendre compte que U est égal à pi exposant 4 sur 64 fois EI sur L cube. Et V est égal à moins lambda P pi carré sur 16L. Ouais. Ce qui nous donne un lambda P égale pi carré EI sur 4 L carré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Miracle. C'est la solution exacte. Voilà. Alors, ça c'est un petit exercice pour vous entraîner. On est resté avec ces exercices-là sur des systèmes relativement simples, avec juste 1 degré de liberté. Ok, alors je voudrais aller voir un tout petit peu plus loin maintenant, et me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? S'il n'y a pas moyen de faire mieux encore, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? Et donc l'exemple que je voulais vous proposer de regarder, c'est un exemple où on va repartir d'un système à 2 degrés de liberté, et je vais le composer comme une composition de deux polynômes, ax cube et bx carré. Alors l'intérêt de le composer comme deux polynômes qui sont différents a priori différents de x cube moins 3 x carré sur L, c'est que j'ai un polynôme qui satisfait mes deux conditions limites fortes. Ok, position et dérivée première égale à 0 en 0. Mais par contre, qui ne satisfait plus maintenant la condition sur le moment. Ok, alors si ça ne satisfait plus la condition pour le moment, en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de se donner un peu plus de liberté. Donc on va chercher dans un espace de dimension 2 au lieu d'un espace de dimension 1. Donc on va contraindre un petit peu moins le système. Et on va essayer grâce à ça de voir si c'est pas mal d'avoir une meilleure estimation du multiplicateur que la valeur qu'on avait tout à l'heure, quoique 2,5 c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal et il faut quand même se dire qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Mais normalement, on devrait avoir une solution qui est meilleure, étant donné qu'on passe avec 2 degrés de liberté, et que la solution x cube moins 3x carré L est un cas particulier de celle qu'on vient d'avoir. D'accord? Donc je me donne un peu plus de liberté, ou bien je me contrains moins, si vous voulez. Alors, je ne peux plus mettre maintenant a égale 1 ou b égale 1, parce qu'on est dans un système à 2 degrés de liberté, et que je suis parti sur une méthode qui est une méthode de Ritz. Okay, donc on est plus sur une approche de Ritz-Galerkin. Alors on doit calculer phi prime, 3ax carré plus 2bx, phi seconde, 6ax plus 2b, alors on va avoir u égale EI sur 2, l'intégrale de 0 à L, de phi carré. Donc 36, allez, je vais sortir un 2,
Donc 2 au carré, ça nous fait 4. Donc on a 3 fois 3, 9. 1 carré, x carré. Plus 3 fois 2, 6, a, b, x. Plus b carré. I sur 2. Fois 4. Fois. Ah oui, évidemment, mes notations n'étaient peut-être pas très idéales. Je vais vous montrer tout de suite dans un instant pourquoi. Le changement de variable avec le y tout à l'heure, en fait, était assez sympa. Donc si je veux intégrer ceci, qu'est-ce que ça va nous donner? Enfin oui, quoique, 9, 1 carré, x3 sur 3. Donc ça va nous donner un L exposant 3 sur 3. 9 sur 3, ça fait 3. Plus 6AB fois L2 sur 2. Plus B carré fois L. Ça c'est pour U. V moins lambda P sur 2, l'intégrale de 0 à L, phi carré, 9 1 carré, x4, 2 fois 3, 6, fois 2, 12, AB, x3, plus 4b carré, x2, dx, et donc on a moins lambda P, 9 1 carré, x4, ça va nous donner L5 sur 5, plus 12 AB L4 sur 4, 12 sur 4 ça fait 3, plus 4B carré L3 sur 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire tout ceci. Bizarre, tiens ça. Ok. On va réécrire tout ceci sous une forme matricielle. Et donc vous vous souvenez que j'ai dû vous écrire quelque part, c'est le moment qu'on va c'est dans ce moment-ci qu'on va l'utiliser. J'ai dû vous écrire quelque part que 1 x carré plus 2b xy plus c y carré, c'est égal à x y 1 b b c fois xy. Ça va dans le memento parce que c'est excessivement important aussi. Hop, copier. Coller. Ok, donc si je veux calculer h, vous voyez qu'on a une forme qui est exactement similaire à celle-là. Il faut peut-être faire une fois l'exercice dans l'autre sens. Et vous allez voir que après ça va tout seul. Donc h égale à u plus v. Donc ça va être égal à... Alors qu'est-ce que je vois? Je vois des 1 carré AB et B carré. Ah oui, évidemment mes notations sont peut-être un petit peu maladroites ici de nouveau. Je suis désolé, je vais prendre des lettres minuscules ici. Je vais mettre alpha, bêta, gamma. Alpha, bêta et gamma. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit les A carré qui correspondent à x carré, xy, y carré. Donc, A, B. Je vais commencer par U. Et puis après, je vais faire avec V. Et donc, U, qu'est-ce qu'on a? On a EI sur 2 fois.
Alors, je peux peut-être remettre tout dans la même matrice. Le coefficient du a carré, le coefficient du x carré, d'accord, ça c'est l'équivalent du a, doit venir ici. Donc le coefficient du a carré, 3 fois 4, 12, L cube. Le coefficient du b carré, gamma, doit venir ici. 4, L. Et ensuite je prends le coefficient du terme croisé, et je le divise par 2. Donc 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. 6, L carré. 6, L carré. Ok, donc ça c'est pour le terme en U. Ensuite, pour le terme en V, moins lambda P sur 2. Le coefficient du A carré, 9L5 sur 5. Le coefficient du terme croisé, 3 demi L4. Et le terme en B carré, 4 L3 sur 3. Voilà. Ok. Et mais nous, on veut simplement dire que quand h s'annule, quand la dérivée seconde s'annule, la matrice qui se trouve au milieu, ici entre les crochets, doit s'annuler, ou en tout cas doit avoir un déterminant nul. Et donc, les multiplicateurs critiques, ils sont obtenus en écrivant EI, donc le déterminant, 12L cube, 6L carré, 6L carré, 4L, moins lambda P sur 2, 9L exposant 5 sur 5, 3 demi L4, et 4 tiers L cube. Ce déterminant-là est égal à 0. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît ici la matrice K0 moins lambda K sigma. Voilà. Alors on peut faire un petit peu de simplification peut-être. On sait que si le déterminant de la matrice est égal à 0, ben on a le droit de diviser tous les éléments d'une même ligne ou d'une même colonne par le même nombre. Donc je vais par exemple diviser tous les éléments de la première ligne par L carré. D'accord, donc le L carré qui est ici, je l'enlève, L cube devient L. Et là, si je divise par L carré, il va me rester un 3 et un 2. Si je divise tous les éléments de la deuxième ligne par L, donc là, il disparaît, et là, il me reste un L. Et là, je vais avoir un 2. Et un 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Encore d'autres. Je peux déplacer le L carré qui se trouve dans la matrice de droite, dans la deuxième matrice, je peux le sortir de la parenthèse, donc je peux diviser tout par L carré dans cette matrice-là. Donc ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Qu'est-ce que je peux faire encore ensuite? C'est diviser tous les éléments de la même colonne par le même nombre. Et donc je divisais tous les éléments de la première colonne par L. Et donc j'obtiens ceci. Voilà, faire plus, je pense que c'est compliqué. Y a le 2 qui se simplifie comme d'habitude. Alors je peux tout diviser aussi par EI. Et on arrive à ceci. Alors ce nombre-là, je pourrais l'appeler par exemple kappa ou alpha. Et donc là, ce qui m'intéresse, donc, c'est de calculer le déterminant de 12 moins
9 alpha sur 5, 6 moins 3 alpha demi, 6 moins 3 alpha demi, et 4 moins 4 alpha sur 3. Je suis sûr que vous avez une technique dans votre calculatrice pour calculer ça. De nouveau, je suis pas spécialement feignant, mais s'il fallait écrire le déterminant, donc on va avoir 4 fois 12, 48, moins 4 fois 9, 36, cinquième alpha, moins 16 alpha, plus 3 fois 4, 12, cinquième de alpha carré, moins 36, plus 9 alpha, fois 2, 18, et ensuite moins 9 alpha carré sur 4 égale 0. Ok, et de là, on a un polynôme de degré 2 en alpha, et on peut calculer les valeurs donc, du multiplicateur critique, et on obtient donc pour alpha, c'est-à-dire lambda p est égal à EI sur L carré, multiplié par donc les racines de ce polynôme de degré 2. En fait, on va se rendre compte qu'on a 52 plus ou moins 8 racine carrée de 31 sur 3. Et alors donc là, on va garder la plus petite de ces deux valeurs, lambda critique, le minimum des deux. Ça nous donne en fait 2,486 EI sur L carré. Et là de nouveau, si c'est pas magnifique, waouh, hein, 486. Donc on a amélioré un tout petit peu le 2,5. Okay, on a gagné un petit quelque chose. Et on s'est rapproché du 2,467. Okay, bon, le but du jeu n'est pas de faire un concours à celui qui est le plus près, mais ici est évidemment de comprendre que quand on se donne un peu plus de liberté, on a des résultats qui sont plus précis. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, mais je ne l'ai pas fait ici, c'est calculer le vecteur propre qui va avec. D'accord, donc calculer la valeur de A et de B qui vont avec ça. Alors, on aura l'occasion de le faire dans d'autres exercices, mais donc comment est-ce que ça fonctionne? On devrait donc remplacer alpha par 2,486, obtenir 12 moins 9 cinquième fois 2,486. Un nombre là-bas, mais on sait qu'on n'a pas besoin de le calculer. Un autre ici, on n'a pas besoin de le calculer. 6 moins 3 fois 2,486 sur 2, multiplié par A et B, égale 0. Et on peut choisir une valeur pour A. Je vais faire le calcul rapide. Tchouk. 2,486. Donc ça nous fait 7,5252 fois 1 plus alors fois 3 2,271b égale 0. Donc si je choisis A égale à 1, je vais obtenir que B est égal à 7,5252 divisé par 2,27 et changer de signe, donc moins 3,31. Voilà, et donc ça veut dire en fait que le polynôme qui s'accorde le mieux, mais n'est pas exactement égal, est-ce que je l'ai écrit, voilà ici, n'est pas exactement égal à x cube moins 3x carré L. Mais le polynôme qui s'accorderait le mieux, en fait, ce serait plutôt
x cube, le polynôme de degré 3, qui s'accorderait le mieux, donc ce serait plutôt du style x cube moins 3,314 x carré fois L. Ok, on a réussi à faire cet update. Et donc ce polynôme marche beaucoup mieux que le précédent. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur polynôme de degré 3 ? Parce que on pourrait se dire, oh, attends, on a encore oublié le terme en x et le terme indépendant, mais non, parce que ces deux-là, on ne peut pas les ajouter à cause des conditions limites, qui sont les conditions limites fortes, qui doivent absolument être satisfaites. Voilà, voilà. Alors, j'ai un dernier petit exercice pour aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est au niveau des chronos, mais je pense que ça vaudrait la peine de le faire. Je vais vous le laisser faire en suggestion. Et pop, 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 comme ceci. Je vais vous le laisser faire en suggestion. Ce sera l'exercice 3. L'exercice 2, celui-là, on va peut-être pas le faire ensemble, mais au moins l'exercice 3, celui-là, vous avez la possibilité de le faire. Ok, donc celui-ci. Ils sont assez... je pense que c'est assez sympa de faire ces exercices. Bon, ok, d'accord, c'est un peu rébarbatif parce qu'il y a du calcul d'intégrale, mais c'est assez sympa de faire ces exercices, surtout quand on peut se corriger tout seul et se rendre compte que les résultats qu'on a, ils sont bons, pas bons, et on peut les améliorer. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est regarder la charge critique de cette colonne-là. Si vous vous sentez confortable avec l'idée, allez-y tranquille, allez-y vraiment vraiment tranquille, et vous pouvez simplement après vérifier la correction et voir si ce que vous avez fait est correct. Alors, le U, on l'a déjà. Alors, on a une colonne qui est comprimée, donc on est tenté d'utiliser un sinus, d'accord ? Donc, on va essayer plusieurs choses ici. Je voudrais bien essayer un sinus. Et donc, je vais commencer par dire que phi est égal à sinus de pi x sur L. On peut faire simple avec simplement un système à 1 degré de liberté. Donc, on va prendre un relais. Alors, vous allez voir, ça va aller très vite. Vous allez de toute façon commencer à avoir l'habitude. Phi prime dérivée de sinus, ça fait le cosinus. Et phi seconde au carré, dérivée de cos, sin. Ok, alors U, EI sur 2, l'intégrale de 0 à L de la dérivée seconde au carré. Ok, donc c'est le fameux pi sur L que j'avais zappé tout à l'heure. Fois le sinus carré de pi x sur L, dx. Alors, on n'oublie pas le travail dans le ressort ici. Ok, c'était la question de, je ne sais plus qui tout à l'heure, enfin la semaine dernière pour vous. 1,5 fois qu'un fois l'élongation du ressort. Et alors, l'élongation du ressort, c'est quoi ? C'est phi à mi-longueur. Donc, je vais noter ici toutes les valeurs dont on a besoin. Phi en L demi, c'est le sinus donc de pi. Le L et le L se simplifient, le sinus de pi demi, ça fait 1, tiens, justement. Ok, donc 1 demi fois qu'un fois 1 au carré. Donc U égale EI sur 2, pi sur L exposant 4, fois L demi, plus 1 demi fois K. V. V, en fait, on va pas chipoter beaucoup, on est d'accord que c'est le même que celui de la colonne de l'air. Et pour la colonne de l'air, on avait calculé moins lambda p sur 2 fois l'intégrale de v' au carré, donc simplement ceci, fois L demi. Ok, vous verrez que, entraînez-vous un tout petit peu et vous verrez que les résultats ils viennent tout de suite très très rapidement. Ok, donc si on dit maintenant que h égale u plus v vaut 0, on va calculer pour lambda p. Lambda p égale, je peux simplifier les 1 demi, donc je vais récupérer pi carré EI sur L carré, parce qu'il y a les L demi qui se simplifient, plus 2K
fois L carré L, donc 2KL divisé par pi carré. Voilà. Et on y est. Alors qu'est-ce que ceci nous dit? Il dit simplement que, en fait, s'il n'y a pas de ressort, cette terme-là disparaît, on récupère pi carré EI sur L carré, et effectivement on a la stabilité qu'on connaît bien. Et puis alors, plus la raideur du ressort est importante au milieu, et plus on va augmenter la raideur. Ça répond en même temps à une question qu'on s'était déjà posée, probablement l'année dernière à l'époque du challenge bois, quand on vous avait dit, il y a un élément qui est trop long, faites gaffe, il peut flamber, mettez un élément qui arrive à mi-longueur, et vous allez voir, il va contribuer à augmenter sa raideur. Alors la question qu'on se pose à l'époque, c'était, mince, qu'est-ce qu'on doit lui mettre comme raideur? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme raideur à cet élément intermédiaire, donc à cette petite bielle qui vient ici au milieu? Donc, quelle est la raideur axiale de ceci? Donc, quel est le E1 sur L qui va permettre de faire remonter significativement la raideur, la charge critique de flambement? La réponse, elle est ici. Si vous mettez, donc si qu'un L, je mettrai écrit comme ça, 2KL sur pi carré est très petit par rapport à pi carré EI sur L carré, c'est inutile. Ok, n'essayez même pas de mettre l'élément que vous voulez mettre, ça va vous coûter trop cher de le mettre, il sera vraiment strictement inutile. Si vous voulez qu'il soit au minimum utile, je dirais qu'il faut au moins que la contribution que lui il amène soit plus ou moins du même ordre de grandeur que celui-là, ok, voire éventuellement s'il vous manque un petit chouïa en termes de stabilité, s'il vous manque un chouïa, vous pouvez essayer de monter de 20 ou de 30%, mais si c'est pour ajouter un élément intermédiaire, ajouter un élément intermédiaire, il faut au moins que ça en vaille la peine et que ceci ait le même ordre de grandeur que l'autre. Si vous vous rendez compte qu'il y a un problème de stabilité sur la structure que vous calculez et qu'il faut la changer, vous aurez plus vite fait de modifier l'inertie de la poutre que vous êtes en train de regarder, si c'est possible, plutôt que de devoir déployer une solution technologique qui consisterait à la stabiliser en ajoutant un élément au milieu. Ok, donc si vraiment on a envie que ce soit utile, ce type d'élément-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est au minimum que la raideur du ressort que vous allez mettre là-bas, au minimum, ça va être égal à pi 4 EI sur L cube. Ok, ça c'est une raideur de ressort. Et alors si, par exemple, on dit que ce ressort dont on parle, c'est une bielle qui a une longueur L' et une section EA, donc si ça c'est un E1 sur L', disons la longueur de ce petit élément, par exemple si c'était un câble extensible, eh bien en fait on voit que la section du câble A, elle doit être au moins, donc elle doit être supérieure ou du même ordre de grandeur à pi exposant 4, le E se simplifie, je vais avoir un I sur L exposant 4, et je vais avoir un L' sur L. Voilà. Donc ça c'est une condition à vérifier sur la section d'un câble, de manière à ce qu'il ait une certaine efficacité pour restreindre la stabilité d'une barre. Alors, après, on peut se poser une question subsidiaire, c'est... Ok, si on représente la charge critique maintenant, lambda critique, en fonction de la raideur K de cet élément supplémentaire, qu'est-ce qu'on dit? On part de pi carré EI, lambda critique P, pi carré EI sur L carré, s'il n'y avait pas de ressort, et puis après avec un ressort on monte. Et a priori, en augmentant K, ce que cette formule nous dit, c'est que lambda P peut tendre vers l'infini. Alors est-ce que c'est bel et bien la réalité? Non, parce qu'à un moment donné, on devrait avoir une ruine dans un autre type de forme que la forme qu'on a là. Notamment, si la raideur est vraiment très importante, on va favoriser une ruine dans une ruine avec 2 demi-ondes. Ok, et ça, vous le connaissez aussi.
C'est un peu ce qu'on vous avait déjà expliqué dans le cadre du challenge bois l'année dernière. Ok, alors si on avait envie de capturer cette solution-là, bah, on pourrait simplement dire, ah bah ok, je vais faire un Rayleigh-Ritz à 1 degré de liberté. Solution A. Solution B. Je ferai un Rayleigh-Ritz à 1 degré de liberté avec sinus de 2 pi x sur L, pour modéliser le fait qu'on a une longueur d'onde qui vaut seulement L demi. Ok, alors bon, on peut faire les calculs très rapidement. Bah, si on fait les calculs très rapidement, bah, dans U, on va avoir EI sur 2, 2 pi sur L, exposant 4 fois L demi, plus rien d'autre. Pour quelle raison? Bah, parce que quand je prends ce fil-là, le point ici au milieu ne se déplace pas. D'accord? Donc il n'y a pas de raison d'ajouter un terme similaire au terme qu'on avait là-bas. Ok, donc dans ce cas-ci, ce terme n'existe pas. En plus, V, il va valoir moins lambda P sur 2 fois 2 pi sur L au carré fois L demi. Ok, tout à fait similaire à ce qu'on a avant. Et compte tenu des mementos, qui sont ces mementos-là, qui nous disent que le sinus carré de m pi x sur L, donc quand m est égal à n, ça nous donne L demi dans tous les cas. Et donc, si j'écris maintenant que U plus V égale 0, ben je calcule lambda P égale 4 pi carré EI sur L carré. Ok, donc là on tourne à peu près aux alentours de 40 EI sur L carré. Et donc, et en fait c'est logique, hein, puisque c'est comme si on avait pi carré EI divisé par la longueur de flambement L demi au carré. La longueur de flambement, c'est cette longueur entre deux points d'inflexion. Longueur de flambement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on a... je suis très centré plein. Voilà. 4 pi carré EI sur L carré. Ça, c'est une autre charge de ruine qu'on ne pourra pas dépasser. Alors, vu que... Qu'est-ce qu'on fait dans l'optique méthode de Rayleigh? Dans l'optique méthode de Rayleigh, on fait l'hypothèse d'une forme pour évaluer le multiplicateur critique des charges. Et ce qu'on doit faire, c'est trouver la forme qui nous donnera le multiplicateur des charges le plus petit. Et donc, dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, le multiplicateur des charges le plus petit sera donné un coup par la première relation, un coup par la deuxième relation. Et donc on se rend compte qu'il est complètement inutile d'aller avec la raideur de cet élément transversal qu'on va ajouter. Il est complètement inutile de vouloir le rendre trop raide, donc d'investir trop d'argent pour avoir un élément qui est trop raide, parce que de toute façon, à partir d'un moment donné, on aura une instabilité en 2 demi-ondes. Donc ceci, c'est une instabilité en une demi-onde, ok, comme ceci, alors que là, on va avoir une instabilité en 2 demi-ondes. Ok, et cette valeur charnière de la raideur, je sais parce qu'il y a un bug d'affichage avec l'enregistrement. Ok, voilà. Elle correspond à quoi? Elle correspond au fait que le lambda critique dans le premier mode est égal au lambda critique dans le deuxième mode. Donc, cette valeur charnière, elle est telle que le lambda critique dans le premier mode qui est donné là au-dessus, donc pi carré EI sur L carré plus, je recopie la formule qui est là, hein, 2kL sur pi carré, 2k étoile, c'est la valeur charnière divisé par pi carré, ça en fait est égal à 4 pi carré EI sur L carré. Égalité entre le multiplicateur à, on va l'appeler mode 1, parce qu'en fait il a une demi-longueur d'onde sur la longueur de la colonne, et le mode 2, parce qu'il a 2 demi-longueurs d'onde sur la longueur de la colonne. Donc ça nous fait 4 moins 1, ça fait qu'il nous reste seulement à droite 3 pi carré EI sur L carré, et donc le k étoile égale à 3 pi 4 sur 2 EI sur L cube. Ok? Et ça ne sert à rien de vouloir monter avec une valeur trop importante
de k, que vous voyez, quand je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir k du même ordre de grandeur que pi 4 EI sur L cube. Ok, c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien de vouloir aller à 1,5 fois pi 4 EI sur L cube. Sinon, on a une instabilité dans le deuxième mode. Alors, pour clôturer cet exercice-là, je voudrais juste encore aborder un petit détail avec vous. C'est que quand on regarde dans des structures réelles, celle-ci est un peu particulière, mais quand on regarde dans des structures réelles des interactions qu'il peut y avoir entre différents modes, il est rare de voir une interaction qui se modélise avec un point anguleux comme celui-là. Et la plupart du temps, si les deux modes peuvent interagir, eh bien en fait on a une transition qui est une transition lente entre un des modes critiques qu'on a calculé et l'autre mode critique. Et donc si on voulait détailler ça avec la méthode de Galerkin, bien on pourrait faire les développements. L'idée c'est de dire quoi? Ce serait de dire, en fait maintenant on a une combinaison linéaire de par exemple du sinus et pi x sur L et du sinus de 2 pi x sur L avec des coefficients a et b qui restent à déterminer. Et en fait, si on fait tous ces calculs, je les passe très rapidement parce qu'ils ont peut-être un petit peu moins d'intérêt ici. Vous voyez que le U doit faire apparaître donc 1 l'intégrale du phi seconde au carré. Donc on récupère ici un terme en a carré, un terme en ab qui est le terme de couplage et un terme en b carré, plus un terme d'énergie qui vient du ressort, donc qui dépend du phi en L demi. Alors pourquoi est-ce qu'on a que du A et pas du B? Parce que quand x est égal à L demi, ici, le deuxième terme disparaît. Il n'y a plus que le premier qui reste. Et alors une fois qu'on a calculé les intégrales, donc tout calcul fait, en fait on se rend compte que là on intègre un sinus de pi x sur L et ici un sinus de 2 pi x sur L. Donc le terme de croisé, le terme en AB disparaît. Et donc il n'y a pas de couplage entre les deux modes. Vous voyez que le terme en AB disparaît complètement ici. On récupère juste le A carré et 16B carré. On récupère le 1 demi qui a A carré qui est là-bas. Et en introduisant la notation kappa égale à ceci, 2kL cube sur pi 4 EI, en fait on a une équation qui est relativement simple pour le U, l'énergie potentielle de déformation interne. Ok, alors le V, on peut faire similaire. Pour calculer le V, on aura donc moins lambda P demi fois le phi prime et rien d'autre. C'est le même calcul que d'habitude. Et voilà l'expression qu'on a pour le V. Alors, vu qu'on a deux coefficients A et B, on ne peut plus évidemment écrire juste obtenir le lambda P en écrivant que H est égal à 0. Ça ne se fait plus, on est dans la méthode de Ritz-Galerkin, donc on doit mettre ça sous une forme matricielle. La forme matricielle qu'on va avoir, mais elle s'exprime sous cette forme-là. Ok, exactement la même chose, je remets le coefficient du A carré ici, le coefficient du B carré là-bas. Il n'y a pas de terme de couplage, donc des zéros. Le coefficient du A carré là-bas, le coefficient du B carré là-bas, et les termes indépendants qui vont nous donner des zéros. Ok, le fait de voir apparaître des zéros hors de la diagonale nous dit que, précisément, c'est un problème dans lequel il n'y a pas de couplage entre les deux modes qu'on a imaginé. Et donc, en même temps, calculer le déterminant de cette matrice est quelque chose de très simple. Puisque la matrice est diagonale, le déterminant, c'est le produit de ces deux éléments diagonaux. Et donc, en fait, le premier facteur correspond au premier mode. C'est ce qu'on avait calculé pour le premier mode, vous le reconnaissez ici. Il ne faut juste pas oublier la définition du kappa, que je rappelle. Donc, il vaut 2kL cube sur pi 4 EI. Et on retrouve l'équation qui est encadrée ici. Pi carré EI sur L carré plus 2kL sur pi carré. Ok, donc c'est exactement la même chose. Et alors pour le deuxième mode, on retrouve l'expression qu'on avait calculée en considérant le deuxième mode tout seul. Ok, donc c'est logique, il n'y a pas de couplage. Donc si on veut utiliser Ritz-Galerkin dans un système où il n'y a pas de couplage, eh bien on va retrouver exactement le même multiplicateur critique que ce qu'on aurait obtenu dans chacun des deux cas pris séparément. Ok, ça a pris un petit peu de temps. Et donc tout ça pour vous dire que en fait, la solution que j'ai tracée en gris ici est une solution qui en fait n'a pas de sens. Ok, donc si cette courbe-là, elle n'a pas de sens en fait. Et donc dans ce cas-là, on a bel et bien la borne inférieure de deux droites qui sont deux droites rectilignes. Voilà.
Alors, je regarde ce qu'on a comme troisième exercice. Si éventuellement on avait un troisième exercice, ça pourrait être pas mal. Et donc ce que je vais faire, c'est peut-être vous demander de regarder en guise de devoir. Je le corrigerai pas, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse regarder cet exercice-là en guise de devoir. Hop, copier. Et voilà. Allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Vous avez le droit de faire une petite pause et revenir sur cet exercice-là.